Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, à Ghana, élection présidentielle, le candidat du parti d'opposition John Mahama Dramani a remporté la présidentielle du samedi 7 décembre avec 56% des voix face au candidat du parti au pouvoir et vice-président du pays Mahamoudou Bawumia, selon les résultats publiés lundi par la commission électorale. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu hier lundi une conférence de presse à Jérusalem, la première depuis 3 mois. Netanyahou a commenté la chute du régime Assad en Syrie, qualifiant cet événement de chapitre dramatique dans l'histoire du Moyen-Orient. On en parle dans cette édition. Et en religion, l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire a organisé le lundi 9 décembre sa traditionnelle exposition vente de fin d'année prévue du 9 au 30 décembre 2024 à son siège à Abidjan, dans la commune du Plateau en Côte d'Ivoire. À suivre dans votre journal. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Au Ghana, le candidat du parti d'opposition John Mahama Dramani a remporté la présidentielle avec 56% des voix face au candidat du parti au pouvoir et vice-président du pays Mahamoudou Bawumia, selon les résultats publiés lundi par la commission électorale. Le Parti national démocratique Congress de John Dramani signe son retour au pouvoir après 8 années de gouvernance du New Patriotic Party. On écoute le président élu du Ghana, John Dramani Mahama. Ce mandat représente beaucoup de choses pour tous les politiciens et ceux qui cherchent à diriger notre nation. Cela montre que le peuple ghanéen n'a pas de tolérance pour la mauvaise gouvernance, particulièrement celle d'où nous avons été témoins ces 8 dernières années. Cela montre que les Ghanéens savent prendre des décisions dans les moments les plus critiques. Le Congo-Brazzaville devient le premier pays de la sous-région Afrique centrale à lancer un réseau 5G, une avancée porteuse de promesses mais également de défis. Les images. Dans cette clinique médicale de Brazzaville, le docteur Jean-Daniel Ovaga se réjouit de l'arrivée de la 5G. Avec une connexion plus rapide et plus fiable, le médecin espère pouvoir faire des interventions médicales à distance. Cette 5G permet aujourd'hui d'apporter une solution thérapeutique équitable avec une précision scientifique d'excellence. Et nous saluons donc, n'est-ce pas, l'arrivée de la 5G. Enthousiasme mitigé pour Adam Tombé, graphiste. La 5G lui permettra de travailler plus rapidement sur ses animations 3D, mais il redoute un coût de connexion trop élevé. Pour moi, en fonction de mes activités, l'arrivée de la 5G suscite un mélange d'enthousiasme et de prudence. Car s'il me fallait activer 25 gigas à 10 000 francs valables pendant une semaine, tout en sachant que je peux consommer jusqu'à 100 gigas par jour, je ne pense pas que ce sera possible pour moi. Un impact sur le budget des consommateurs, comptait environ 10% de plus cher pour la connexion 5G. Pour la société civile, lancer un réseau 5G n'était pas une priorité dans le pays. La 5G, ce n'est pas une bonne nouvelle. On s'attend à la construction des hôpitaux, on s'attend à l'annonce de création d'emplois, on s'attend à ce que des usines soient créées, on s'attend à ce que l'électricité soit de bonne qualité et en permanence. Selon le fournisseur Internet, le Congo est le premier pays d'Afrique centrale à avoir lancé un réseau 5G. Opérationnel à Brazzaville et Pointe-Noire, le réseau devrait s'étendre progressivement dans le reste du pays. Dans la région de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo, en l'espace d'une semaine, une vingtaine de civils ont été tués dans des incursions des rebelles ADF. La société civile dénonce l'insuffisance des effectifs de l'armée congolaise engagée sur le front plus au nord pour combattre le M23. C'est un village marqué par l'incursion des ADF. Vide, les rues révèlent des maisons complètement pillées et calcinées. La tuerie a fait au moins 9 morts, 5 blessés sont aussi à déplorer. L'ennemi était dans le village. Quand je suis sorti de chez moi, ils m'ont tiré dessus. Heureusement, j'ai réussi à m'enfuir. Comme Tenambo, un autre village près d'Oicha a été frappé par les rebelles 2 jours plus tôt. Le bilan est lourd, 14 morts. Ces attaques ne passent pas auprès de la population qui dénonce les manquements de l'armée.
pendant que nous sommes dans une guerre de terroristes, on dégarnit la zone des éléments militaires, ce qui laisse couloir vide à l'ennemi, à l'ADF de pouvoir se mouvoir, ça pour autant être inquiété. Les signaux étaient déjà au rouge, mais malheureusement, pendant ce temps, la zone était en train d'être dégarnie des éléments FARDC. Pourtant, une opération conjointe est menée depuis 3 ans entre les armées congolaises et ougandaises. L'objectif est de mettre un terme à la menace de ce groupe rebelle en Ituri et dans les environs de Béni. Mais ces actions repoussent les ADF dans des zones difficiles d'accès où se trouvent des civils. L'ennemi, à un moment donné, avait carrément abandonné ces anciens bastions que nous avions récupérés. Il s'est faufilé pour rentrer, mais un travail de titan est en train de se faire pour le neutraliser. Inquiète face à la recrudescence des attaques, la population implore le gouvernement de lutter autant contre les rebelles des ADF que contre ceux du M23, plus au sud de la province du Nord Kivu. À Madagascar, quelques 10 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs maires et conseillers municipaux le 11 décembre prochain. Plusieurs candidats ont vu leur dossier rejeté par la commission électorale indépendante. Parmi eux, l'ancien président Marc Ravalomanana et l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Reportage. Tambour pour les uns, enceinte pour les autres. Les campagnes électorales se veulent tape à l'œil et festives. Une fête ternie pour l'ancien président Marc Ravalomanana, principal adversaire du parti présidentiel. Sa candidature à la mairie d'Antananarive a été rejetée en raison des arriérés fiscaux de son empire agroalimentaire Tico. Selon lui, sa candidature avait le feu vert de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Un feu vert bloqué par le directeur général des impôts. C'est le président de la CENI qui m'a dit ça clairement devant... Monsieur le Président, j'ai fait tout. Et votre dossier, c'est complet. C'est complet. Mais je peux vous dire que ça, c'est des l'ordre de rituel. Il m'avait dit, mais Monsieur le Président, nous avons fait le nécessaire. Mais nous attendons les résultats venant du directeur général de l'impôt. Ce n'est pas le directeur général de l'impôt qui devait... décider. C'est lui, parce que la CENI, ça c'est commission électorale indépendante, mais ce n'est pas indépendant. Une autre adversaire de taille accuse également le directeur général des impôts d'avoir bloqué sa candidature. Christine Razanamassou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, désormais opposante, n'a pas obtenu son certificat de régularité fiscale nécessaire pour être candidat. Je dénonce, alors noir sur blanc, ces manœuvres administrative montée de toutes pièces pour empêcher, pour porter atteinte à la liberté de se porter candidate. C'est surtout ce directeur général des impôts qui a donné des ordres à leurs agents de Fianarantsoa, à la commune. Contacté à plusieurs reprises, le directeur général des impôts n'a pas répondu à nos sollicitations. L'association de lutte contre la corruption Transparency International Initiative Madagascar parle de capture d'État, un système dans lequel des élites influencent ou contrôlent les décisions ou politiques publiques pour servir leurs intérêts. Donc, quelque part, l'administration n'est pas totalement neutre parce qu'il y a une utilisation de l'appareil judiciaire pour faire en sorte que certains candidats ne soient pas libres de se présenter. Ça peut être la fiscalité, ça peut être aussi des procès qui arrivent à un moment où ils devraient se présenter. Lorsque le système fait en sorte que des citoyens, des candidats ne peuvent pas se présenter en utilisant l'administration pour que ça soit impossible pour ces personnes de se présenter, il y a un nom pour ça, c'est la capture de l'État. Contactée, la porte-parole du président Rajoelina répond que la commission électorale et la direction générale des impôts sont des institutions indépendantes et que la présidence ne peut s'immiscer dans leurs décisions. C'est un nouvel épisode des violences endémiques qui ensanglantent Haïti. Un chef de gang local a tué le week-end dernier, selon l'ONU, plus de 180 personnes âgées pour la plupart, qu'il accusait d'être responsables par des actes de sorcellerie de la maladie de son fils. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné lundi des actes terrifiants et a demandé l'ouverture d'une enquête.
La fumée s'échappe encore du brasier sur le sol de la Cité Soleil. Dans ce bidonville, rongé par la pauvreté, les violences de ce week-end sont encore dans tous les esprits. Plus de 180 personnes, âgées pour la plupart, ont été massacrées par le gang de Monel Félix, coupable selon lui d'avoir rendu son fils malade à l'aide d'actes de sorcellerie. Les habitants ne supportent plus ce climat d'insécurité. C'est l'enfer, rien de plus. La police aurait dû sécuriser immédiatement la zone pour arrêter ce criminel. Et maintenant, le gang demande à être pardonné. Quel pardon pour les gangs dans la société? Nous n'acceptons pas cela. Même consternation et même appel à l'action immédiate à l'international. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné des actes terrifiants et demandé une enquête au plus vite. Le secrétaire général appelle les autorités haïtiennes à mener une enquête approfondie et à veiller à ce que les auteurs de ces violations et abus des droits de l'homme soient traduits en justice. Les violences de ce week-end portent à plus de 5000 le nombre de victimes des gangs depuis le début de l'année. Une violence qui s'est aggravée depuis la chute du Premier ministre Ariel Henry en février dernier, creusant davantage l'instabilité politique chronique du pays. En France, le journaliste franco-camerounais Charles Onana et son éditeur ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour contestation du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Des associations de survivants avaient déposé une plainte contre Charles Onana en dénonçant des passages négationnistes dans un de ses livres parus en 2019. Onana, qui a rejeté ces accusations pendant son procès, a annoncé faire appel. Charles Onana a été reconnu coupable de complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité lundi par le tribunal correctionnel de Paris en France. L'auteur franco-camerounais a été condamné à une amende de 8 400 €. La faute à son ouvrage « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent », paru en 2019. Dans cette publication, le sexagénaire a estimé que la thèse conspirationniste d'un régime hutu ayant planifié un génocide au Rwanda constitue l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Inadmissible pour des associations de défense des droits de l'homme dont Survie et la Fédération internationale pour les droits de l'homme qui avaient saisi la justice contre l'écrivain en 2020. Ces organisations ont qualifié la condamnation de l'accusé de décision historique qui préserve la mémoire et la dignité des victimes du génocide et de leurs familles. Charles Onana a été condamné dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse qui, depuis 2017, punit le fait de nier ou de banaliser de façon outrancière les génocides reconnus par la France. Il a fait appel de sa condamnation. Tout autre chose à présent, en Israël, une explosion s'est produite lundi matin sans faire de victimes au 15e et dernier étage d'un immeuble de la ville de Yavne au sud de Tel Aviv, ont indiqué les secours israéliens. L'attaque qui n'a pas fait de victimes a été revendiquée par les rebelles Houthis du Yémen. Il est un peu plus de 9 h ce lundi matin quand le Magen David Adom signale une explosion dans la région de Yavne, située entre Tel Aviv et Ashdod. Un appel a été reçu à 9 h 19 au service d'urgence, signalant une explosion au 15e étage d'un bâtiment à Yavne. Les équipes de secours interviennent dans le bâtiment. Aucun blessé n'a été signalé à ce stade. Quelques minutes plus tard, ces images sont publiées sur les réseaux sociaux. On y voit un drone survoler la ville sans qu'aucune alerte ne retentisse. Quelques secondes plus tard, l'appareil vient s'écraser sur ce bâtiment résidentiel. Cet habitant de Yavne a vu le drone arriver droit sur lui. Je me suis approché de la terrasse et j'ai vu tout simplement un drone arriver en face de mes yeux. C'était une image à la fois impressionnante et très inquiétante parce que j'ai compris qu'il allait s'écraser dans l'immeuble. Et j'ai couru directement dans l'abri et au final je me suis jeté par terre et j'ai entendu une explosion très puissante qui a fait pas mal de dégâts du coup juste au-dessus, 2 étages au-dessus chez les voisins. Quelques minutes plus tard, les services de sécurité arrivent sur le bâtiment. Le commandant du front intérieur de la région confirme l'impact d'un drone sur l'immeuble.
Ce matin, vers 9h30, un drone est arrivé par l'ouest et a frappé ce balcon dans cette ville de Yavne. Tous les services de secours sont mobilisés pour comprendre ce qu'il s'est passé. Aucune victime n'est à déplorer. Selon les premières informations, l'appareil sans pilote serait parti du Yémen. Il aurait survolé la mer Rouge, puis l'Égypte, avant d'entrer dans l'espace aérien israélien par la côte méditerranéenne. L'armée affirme qu'un avion de combat a pris en chasse l'appareil, mais n'a pas eu le temps de l'intercepter. Les Houthis ont revendiqué l'attaque, prétendant avoir visé un site sensible à Yavne. C'est la 3e fois en 3 jours que le groupe terroriste attaque le territoire israélien avec des missiles ou des drones tirés depuis le Yémen. Comme annoncé en titre, s'exprimant devant la presse hier lundi à Jérusalem en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a commenté la chute du régime Assad en Syrie, qualifiant cet événement de chapitre dramatique dans l'histoire du Moyen-Orient. Selon le Premier ministre israélien, cet effondrement marque un échec retentissant pour l'Iran qui avait massivement investi dans le maintien du régime syrien. On écoute Benjamin Netanyahou. Avant toute chose, j'aimerais exprimer mes condoléances aux familles de nos 7 frères héros qui sont morts au Liban et dans la bande de Gaza. La douleur immense de ces familles, des familles de tous les morts de cette guerre de renaissance, nous les partageons tous avec tout notre peuple. Et avec tout ce peuple, je vous embrasse du fond du cœur. Nous sommes dans une guerre existentielle qui nous a été imposée et pas à pas, nous vaincons nos ennemis. C'est cela que nous ordonnent ces héros qui sont tombés. C'est ainsi que se réalise l'esprit formidable de cette génération de la victoire. Que la mémoire de nos héros reste à jamais dans nos cœurs. Citoyens d'Israël, hier s'est ouvert un nouveau chapitre, un chapitre important de l'histoire du Proche-Orient. Hier, il y a eu la chute du régime d'Assad en Syrie, un maillon important de l'axe iranien. L'Iran a investi des dizaines de milliards en Syrie et tout a disparu. Ce régime qui a massacré ses citoyens et qui a réprimé sa population, qui a développé de la haine à notre égard, qui nous a attaqué lors de la guerre de Kippour, qui était un avant-passe du terrorisme iranien et qui a permis le transfert d'armes d'Iran vers le Hezbollah. J'aimerais remercier mon ami, le président élu Donald Trump, qui a accédé à ma demande de reconnaître en 2019 la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Cette reconnaissance historique est renouvelée aujourd'hui et on en comprend l'importance. Le plateau du Golan sera à jamais une partie intégrante de l'État d'Israël. Citoyens d'Israël, l'effondrement du régime syrien est un résultat direct des coups durs que nous avons portés au Hamas, au Hezbollah. Le 9 octobre, 2 jours après le déclenchement de cette guerre, j'ai dit aux élus locaux dans le Sud que nous allions changer la face du Proche-Orient. Ma première décision du cabinet restreint de sécurité a été de se focaliser tout d'abord sur le sud et ensuite sur le nord, pour éliminer les capacités militaires et politiques du Hamas dans la bande de Gaza et empêcher une invasion du Hezbollah dans le nord. Dans la bande de Gaza, nous avons coupé le bras long de l'Iran, nous avons éliminé les dirigeants du Hamas, nous avons éliminé les infrastructures terroristes en surface et sous terre, nous avons réussi à ramener 105 otages et aujourd'hui nous œuvrons pour démanteler le reste des capacités militaires et l'ensemble des capacités politiques du Hamas et ramener tous les otages jusqu'au dernier d'entre eux. En Syrie, après la chute du régime de Bachar el-Assad, les rebelles qui ont pris le pouvoir dans le pays ont pénétré dans la sinistre prison de Sednaya. Une équipe de LCI a pu les accompagner, dévoilant ainsi les images exclusives du lieu devant lequel des milliers de personnes se sont massées le lundi 9 décembre dans l'attente de nouvelles de leurs proches détenus ou disparus. Des bras derrière des barreaux. Et très vite, les rebelles syriens libèrent
les premiers prisonniers de Seydnaïa. Certains ne peuvent plus marcher, d'autres crient leur nom sans comprendre ce qu'il se passe. Bachar est parti. Voici ce que certains appellent l'abattoir syrien. 37 ans de torture et d'exécution sommaire ici. Un labyrinthe tellement immense que ces rebelles doivent consulter les plans. Parfois, ils doivent aussi creuser à la recherche de cellules enterrées. Les gars, j'entends quelqu'un. Des équipes cynophiles ont même été dépêchées sur place. Il y a 7 ans, Amnesty International avait publié ce rapport basé sur des témoignages d'anciens détenus. 11 000 opposants au régime y auraient été pendus en 4 ans. La prison de Seydnaïa, c'est une machine à broyer les êtres humains. La torture, les mauvais traitements, les détenus obligés de violer leurs co-détenus, des détenus violés, la privation de nourriture, d'eau, d'accès à des soins de santé. Qui sont tous ces prisonniers? Des opposants politiques, des femmes, parfois des djihadistes, mais aussi d'anciens militaires syriens. Ce pilote de chasse avait refusé de bombarder des civils dans les années 80. Il a passé 43 ans en prison avant d'être libéré hier. Et nous restons toujours en Syrie, dans la prison de Seydnaïa, symbole du pouvoir et des sévices ordonnés par le président Bachar el-Assad en Syrie. La prison de Seydnaïa est désormais grande ouverte. Le régime n'est plus et la prison de l'enfer, comme la décrivent ceux qui en sortent, se vide de ces milliers de détenus. Courir le plus vite possible vers l'immense prison de Seydnaïa, l'endroit où Bachar al-Assad faisait enfermer et torturer ses opposants. Depuis que les rebelles islamistes ont pris le contrôle de l'endroit, des milliers de Syriens se pressent ici pour tenter de retrouver leurs proches ou des traces de ce qui leur est arrivé. J'ai rendu visite à mon frère pour la dernière fois en 2014. Ils m'ont dit que mon frère était mort et que je ne devais pas venir. Ils m'ont dit « ton frère est un terroriste et il est mort ». Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 100 000 personnes sont mortes dans les prisons du régime depuis le début du soulèvement en 2011. Alors hier, au moment de leur arrivée dans cette prison, les rebelles ont décidé d'ouvrir les portes, toutes les portes. Regardez où ils dormaient, regardez ce que c'est la prison de Seydnaïa, regardez où on les faisait dormir. Des hommes, des femmes et même des enfants ont été retrouvés dans ces cellules. Quels sont les profils de ces détenus? Impossible de le savoir. Ici, une partie de ce qu'il reste des documents de la prison de Seydnaïa. Cet habitant affirme que le régime a tenté de tout détruire avant de fuir. Ils ont mis le feu, ils ont désactivé tous les appareils et retiré les caméras pour empêcher la découverte de leur massacre et empêcher qu'on trouve l'emplacement des prisonniers qui sont encore à l'intérieur. Car dans cette prison, les familles cherchent des cellules dissimulées, des cachots souterrains ultra sécurisés où serait encore détenue une partie des prisonniers. Les Casques Blancs, une organisation de défense civile syrienne, affirment que des indices sérieux permettent de penser que ces cellules existent, même si des informations contradictoires circulent à ce sujet. Une chose est sûre en tout cas, sur la route qui mène à la prison de Seydnaïa, on compte maintenant 7 km de fil. Les Syriens sont plus que jamais à la recherche de la vérité. Un mot de religion pour terminer ce temps d'information. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire a organisé le lundi 9 décembre sa traditionnelle exposition vente de fin d'année prévue du 9 au 30 décembre 2024 à son siège à Abidjan, dans la commune du Plateau, en Côte d'Ivoire. Notre équipe de reportage y était, le compte-rendu de Madi Niafou. Le but de la traditionnelle exposition-vente de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire pour le compte de l'année 2024 nous est dévoilé par le révérend Charles Guéhou, membre du conseil d'administration et aumônier. Cet événement, c'est pour but de présenter et d'exposer nos produits. Ça, c'est en termes marketing, mais pour présenter la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes tous présents pour vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie de manière individuelle, mais aussi de ce que Dieu nous a soutenus toute cette année dans la diffusion de la parole de Dieu. Une dévotion matinale a animé l'exposition vente.
Le pasteur Pierrette Haïté Begré, conseillère en traduction de l'Alliance biblique, invite les chrétiens à l'exposition pour se procurer la Bible traduite en diverses langues. Le Seigneur aimerait visiter les vies des uns et des autres. Et pour que cette visite ou cette visitation soit une réalité, nous vous prions de faire mouvement vers l'Alliance biblique pour vous procurer la parole de Dieu, qui en langue, qui en français, sous différents formats, et pouvoir aussi vous faire plaisir et faire plaisir à plusieurs personnes en offrant la parole de Dieu. Marina Tchoumou, mère attentive, achète une Bible à la demande de son fils de 6 ans pour l'éduquer à la lumière de la parole de Dieu. J'ai voulu acheter cette Bible-là pour mon second fils qui a 6 ans. Il va à l'église, il m'a dit « Ah maman, je n'ai pas de Bible comme mes amis ». Donc cette année, j'ai décidé de lui acheter cette Bible-là, juste pour qu'il soit instruit selon les voies du Seigneur. Les jouets, c'est vraiment bon, mais c'est aussi bien aussi de plonger l'enfant dans la parole de Dieu. Les prix de cette exposition-vente répondent à toutes les bourses des chrétiens. Bien que les prix même étant déjà réduits, voilà, on a décidé de faire encore plus pour réjouir le cœur des chrétiens, pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Et particulièrement merci au Seigneur. Chantal Nguessan, directrice de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, présente la traditionnelle exposition-vente annuelle de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Chaque année, c'est une tradition pour nous, dans le mois de décembre, de faire une exposition-vente. À cette occasion, nous sortons dans la cour de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire qui est située au plateau avec nos Bibles. Et nous offrons l'occasion aux gens de s'offrir, aux chrétiens, et même à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de s'offrir une nouvelle Bible. Et nous leur donnons aussi l'occasion d'offrir une Bible à quelqu'un, parce qu'on sait qu'en fin d'année, on se donne des cadeaux. Et pour nous, la parole de Dieu, c'est le meilleur don qu'on puisse faire à quelqu'un, parce qu'elle contient la vie. Nous avons des Bibles de tout caractère. Nous avons des Bibles pour les enfants, nous avons des Bibles pour les jeunes, nous avons des Bibles pour les femmes, nous avons des Bibles pour des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous vous attendons et chacun aura pour son compte. Ouvert le 9 décembre, l'exposition-vente de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire refermera ses portes le 30 décembre 2024. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, 18h temps universel. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.